Vous écoutez Swag Radio, la radio qui relie les peuples et traverse les frontières avec l'information. Erly Tutorelas est avec vous pour le grand journal depuis les studios de Swag Radio dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, l'énergie, le flot et l'attitude. Pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure, sans bavure. P-News, votre référence en matière d'infos sur WhatsApp et sur Facebook. Brothers Café Creole, le place to be, allez manger des mets délicieux. Brothers Café Creole, au 299 Main Street Everett. Chiffre le 6 17 294 14 25. Lundi 9 février 2026, premier numéro de ce grand journal pour cette semaine. Tout de suite, voici les infos. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Fayed Abbas Araghchi, a déclaré dimanche que les négociations sur le nucléaire avec les États-Unis se poursuivraient si Washington se montrait prêt à mener des négociations sincères, ajoutant que l'Iran observait attentivement les États-Unis pour déceler des signes de leur détermination. Le reportage est signé CGTN News dans ce grand journal. Je pense que le premier cycle de négociations s'apparentait davantage à un test de confiance visant à déterminer si les parties étaient réellement disposées à parvenir à un accord par la négociation. Certains indices suggèrent que les États-Unis font preuve d'un certain sérieux. Mais d'autres signes indiquent que ce sérieux s'affaiblit, comme le maintien de certaines sanctions et la poursuite de certaines activités militaires. Tout cela soulève des doutes concernant le niveau de sérieux et de bonne volonté de l'autre partie de mener de véritables négociations. Nous surveillons et évaluons de près tous ces signes afin de décider s'il convient de poursuivre les négociations. Fayed Abbas Araghchi a déclaré que le renforcement de la présence militaire des États-Unis au Moyen-Orient n'effraierait pas l'Iran. Il a réaffirmé que le programme de missiles de l'Iran ne serait jamais à l'ordre du jour des négociations avec les États-Unis, précisant que le seul sujet abordé serait la question du nucléaire du pays. Il a également souligné le droit de l'Iran à enrichir de l'uranium. Pourquoi avons-nous tant insisté sur l'enrichissement et refusons-nous d'y renoncer, même si la guerre nous est imposée ? Parce que personne n'a le droit de nous dire ce que nous devons ou ne devons pas avoir. Cela repose sur le principe de la négation de la domination. J'ai le droit d'enrichir. Selon la loi, c'est à moi de décider si j'exerce ce droit ou non. Je pense... La Russie a annoncé l'arrestation à Dubaï de l'agresseur présumé du général Vladimir Alexeev, l'auteur présumé de la tentative d'assassinat à Moscou. Le responsable militaire russe imputé à l'Ukraine a été arrêté après avoir pris la fuite aux Émirats arabes unis. Ont annoncé le dimanche 8 février 2026 les services de sécurité russes FSB. Le reportage est signé Euronews. L'individu soupçonné d'avoir tiré plusieurs coups de feu sur le chef adjoint des services de renseignement militaire russes vendredi à Moscou a été arrêté à Dubaï et remis à la Russie, ont annoncé ce dimanche les services de sécurité. Selon le FSB, le suspect est de nationalité russe. 2 autres complices ont été identifiés. L'un a été arrêté à Moscou, l'autre aurait fui en Ukraine. Vladimir Alexeev, qui a survécu à l'attaque, est le premier adjoint du chef du renseignement militaire russe, également chef de la délégation russe au pourparlers de paix avec l'Ukraine. Le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, a accusé Kiev d'être responsable de la fusillade, qualifié d'acte terroriste visant à faire échouer les négociations actuellement en cours sur une fin du conflit en Ukraine. Kiev n'a pas réagi dans l'immédiat à ces accusations. Zoom sur la tentative d'assassinat visant un haut général de l'armée russe, provoquant une vive tension au sein de l'appareil sécuritaire du Kremlin. Les faits se seraient produits dans des circonstances encore floues alors que les responsables militaires se déplaçaient sur haute protection. Selon des sources proches des services de sécurité russes, l'attaque aurait été déjouée à temps, permettant d'éviter un drame majeur. Le général visé s'en serait sorti, idem, tandis qu'une enquête d'urgence a été ouverte afin d'identifier les auteurs et les motivations derrière cette opération. Autant un extrait signé RT dans ce grand journal. L'attaque a eu lieu à peine 24 heures après les pourparlers à Abu Dhabi. Peut-on y voir une logique de provocation calculée par Kiev destinée à déstabiliser le dialogue diplomatique ? Certainement. Donc cette attaque, il y a déjà 3 constats sur cette attaque. Ce qu'il faut déjà saluer, c'est l'étroite collaboration avec les Émirats arabes unis. Ensuite, une question, c'est est-ce que Zelensky était au courant ou pas? Donc est-ce qu'il avait donné son aval à l'opération? Par contre, il y a une certaine vulnérabilité quand même
qui a une certaine vulnérabilité qui est inquiétante, en fait, qu'on puisse atteindre comme ça ce général Vladimir Alexeyev, qui est quand même une cible de très haute valeur, et une cible de très haute valeur ainsi de pouvoir l'atteindre en plein jour à Moscou, c'est quand même inquiétant. Maintenant, il y a autre chose qui ressort de ça, en fait, ça c'est le modus operandi. C'est un tireur isolé qui va dans son dos, qui lui tire 3 fois dessus et qui prend la fuite. Normalement, une valeur, plutôt une cible de si haute valeur, se traite avec de l'explosif et puis pas avec une arme de poing. C'est ce qui peut nous faire croire que les services secrets ukrainiens, étant donné que c'est eux, sont peut-être à court de moyens. Ça, c'est un indice. Maintenant, qu'il y ait une intention de saboter les accords de paix, alors pas les accords de paix, mais plutôt les discussions de paix, c'est tout à fait possible. Maintenant, il faut peut-être juste rajouter que dans le combat moderne en Europe, alors là, je vous le présente, ça c'est la Bible de l'armée suisse, qui est partagée avec toutes les troupes de l'OTAN. La déception, les opérations psychologiques et l'assassinat, ce sont des moyens qui sont totalement, non seulement autorisés, mais qui sont encouragés. Et puis n'oubliez pas que le régime de Kiev fomente des assassinats contre ses opposants, qu'ils soient nationaux ou internationaux, depuis 2014. Et ils ont d'ailleurs créé le fameux site avec la liste des gens à tuer qui s'appelle le Mirot Veyev. Et ici. Donc, c'est une tradition, c'est une longue tradition déjà donc auprès du régime de Kiev d'assassiner les gens. Alors, quel risque cela fait peser sur des négociations de paix, notamment avec les États-Unis comme médiateurs? Alors, avec les États-Unis, c'est une très très bonne question parce que sous l'administration Biden, il y a eu un article, en fait, une très très bonne enquête qui a été faite en octobre 2023 par le Washington Post, où ils expliquaient comment la CIA a dépensé des millions et des millions, non pas des millions, mais des dizaines de millions de dollars pour équiper le GUR, qui sont les services de renseignement militaire ukrainiens, et le SBU, pour les équiper, pour les préparer à des campagnes de liquidation sur sol russe et à l'étranger. Maintenant, Nous irons aux États-Unis. La vidéo partagée puis retirée par Donald Trump sur son réseau social True Social qui montre Barack et Michelle Obama représentés en singe, n'a probablement pas été diffusée par erreur. Comme l'affirme la Maison-Blanche, estime que Romuald Sierra, un spécialiste de la politique américaine, prend les détails dans ce grand journal. Là, M. Serra, on va regarder une vidéo qui est complètement dérangeante, qui a été publiée sur le site X, Truth Social de Donald Trump. On voit les Obama, Michelle et Barack comme des singes. C'est vraiment un raciste décomplexé. C'est un peu particulier aujourd'hui parce que nous, on l'a vu tôt ce matin, on en a parlé. Les médias américains ont comme allumé un peu en fin d'avant-midi. Les républicains, certains, sont sortis en disant « ça n'a aucun bon sens, c'est raciste, il faut que la Maison-Blanche retire cette vidéo ». La Maison-Blanche s'est défendue en disant « mais non, Trump c'est le roi de la jungle, puis les autres c'est comme les personnages du roi de la jungle ». Est-ce qu'on est rendu à un niveau où il n'y a plus rien qui choque quand c'est M. Trump, où il peut se permettre n'importe quoi, même les choses les plus racistes? Et vous avez résumé la situation. Et effectivement, aujourd'hui, pour une très grande partie des Américains, il ne s'agit que d'une blague, éventuellement de mauvais goût. Mais comme l'a expliqué la Maison-Blanche, Trump est le roi des animaux. Vous avez d'autres politiques qui sont hippopotames, panthères, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, ce serait un hasard que les Obama se retrouvent en singe. Arrêtons, voyons les choses telles qu'elles sont. Rien dans cette administration n'est laissé au hasard. Une fois encore, ce n'est pas Trump premier mandat. C'est Trump associé à l'extrême droite américaine, entouré d'intellectuels de très haut niveau et de personnes comme Suzy Wills, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, qui est en train de mener donc cette guerre civile culturelle et de communication à l'échelle nationale. Non, les singes des Noirs en singes, cela remonte au 19e siècle. C'était lors de la politique de ségrégation qui a suivi l'abolition de l'esclavage afin d'humilier et de rabaisser la population africaine-américaine. Il y a un message très clair, nous sommes face à une administration raciste. Point barre. C'est hallucinant. Monsieur Sierra, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Très hâte de vous reparler. Au plaisir. Au revoir. À bientôt. Nous restons toujours aux États-Unis. Dans une ambiance survoltée, le chanteur portoricain Bad Bunny a célébré dimanche 8 février 2026 son archipel natal et l'Amérique latine tout entière lors du concert
Mais la mi-temps du Super Bowl, même s'il n'a pas été mentionné, Donald Trump a qualifié sa prestation d'affront à la grandeur de l'Amérique. Écoutons les détails dans ce grand journal signé France 24. Notre correspondant Loïc Piala. Loïc, vous avez donc suivi cette soirée que les pro-Trump avaient décidé de boycotter, en tout cas la mi-temps, en raison de sa programmation. Oui, la programmation, c'était notamment Bad Bunny qui s'est produit lors du concert de la mi-temps. Et ils devront bien reconnaître que ce concert était très spectaculaire. Bad Bunny a en fait invité et les spectateurs du stade et les téléspectateurs devant leur écran sur son île de Porto Rico. La scène a été installée en quelques minutes, c'était très impressionnant. Et donc, on était dans un champ de canne à sucre. On était ensuite dans un village, on était dans la Casita, cette petite maison qu'il avait utilisée pendant sa longue résidence à Porto Rico. Il avait des invités de marque, Pedro Pascal, l'acteur chilien, la chanteuse colombienne Karol G. Il y a eu cette surprise de voir Lady Gaga chanter son morceau Die With A Smile dans une version salsa avant qu'elle danse avec Bad Bunny. Ricky Martin, légende de Porto Rico, était là lui aussi. Et puis il y a eu surtout à la fin de ce spectacle un morceau où Bad Bunny montait sur des poteaux électriques. Alors ça pouvait paraître un peu étrange, mais c'était une référence à l'ouragan Maria qui avait fait énormément de dégâts sur son île en 2017. Et puis il a lui porté le drapeau de Porto Rico fièrement avant d'être suivi par des dizaines d'autres drapeaux, tous ceux qui composent en fait le continent américain au nord comme au sud, avec sa chanson Debitil Almas Photo. C'est un message d'unité en citant lui-même tous les noms de tous ces pays pour dire, eh bien, l'Amérique, c'est nous tous, avec ce grand message, c'est que ce message sur l'écran géant derrière lui, seul l'amour est plus fort que la haine. Alors vous parliez de guerre culturelle, ce n'est pas forcément un concert qui a plu à Donald Trump, le président américain, qui estime qu'il s'agissait d'une claque dans le visage de notre pays, l'un des pires concerts. Il n'y avait rien d'inspirant à propos avec cette pagaille de concerts qui n'avait aucun sens. C'est un affront à la grandeur de l'Amérique, dit-il encore. Personne ne comprend un mot de ce que dit ce gars, et la danse était choquante, et spécialement avec tous ces enfants qui regardaient. Donc Donald Trump n'a clairement pas fait partie de ceux qui ont apprécié ce spectacle. Alors ça, c'est pour la mi-temps, donc une grosse mi-temps avec un concert. Est-ce qu'on a le droit de parler du match quand même ? Oui, alors franchement, les 3 premiers cartons, on pourrait se passer d'en parler parce que les défenses ont été très efficaces. Il ne se passait pas grand-chose. Seul, il n'y a pas eu de touchdown de marqué. Seattle, qui était le favori, menait 12-0 seulement en mettant des coups de pied. Puis tout s'est réveillé dans le 4e carton. Peut-être les conséquences du concert de Bad Bunny, avec une série de touchdowns, des interceptions, des erreurs qui ont été plus nombreuses. Et on a enfin eu un peu de spectacle pendant ce dernier carton. Cette victoire donc de Seattle, c'est une revanche du match du Super Bowl de 2015 quand le New England s'était imposé dans les toutes dernières secondes. Là, il n'y a pas vraiment eu de suspense parce que Seattle a dominé de la tête et des épaules cette rencontre, ce Super Bowl numéro 60. Merci à vous Loïc Piala pour cette correspondance depuis la Californie. Vous suivez le grand journal sur Swag Radio avec Herlé Tudorelas. Nous irons en Haïti dans ce grand journal. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, désormais seul au pouvoir, il hérite de tous les leviers du pouvoir après la dissolution du Conseil présidentiel de transition. Le reportage est signé Africa News dans ce grand journal. En Haïti, le Conseil présidentiel de transition a été dissous samedi. Un clap de fin après un mandat de 2 ans jugé mitigé. Et pour cause, l'institution n'est pas parvenue à organiser les élections attendues dans le pays. Exit le Conseil présidentiel de transition, c'est le Premier ministre Alexis Didier Fils-Aimé qui tient désormais tous les leviers du pouvoir exécutif sur l'île. Le Conseil présidentiel a fait son œuvre en traçant la voie d'une gouvernance soucieuse des chantiers sécuritaires et électoraux. Alexis Didier Fils-Aimé doit désormais remettre Haïti sur les rails. Sécurité, dialogue et élections sont entre autres les défis auxquels le quinquagénaire doit faire face. Sur le plan politique, l'île attend des élections depuis 2016.
et est privé de président depuis l'assassinat de Jovenel Moïse en 2021. Alors que sur le plan sécuritaire, des gangs contrôlent 90% de la capitale Port-au-Prince. Les exactions des groupes armés ont tué plus de 6 000 personnes en 2025, selon l'Organisation des Nations Unies. Nous restons toujours en Haïti dans ce grand journal. Après 2 ans de fermeture, 2 années de fermeture forcée, le commissariat de Carrefour Aéroport a officiellement ouvert ses portes. La cérémonie de réouverture s'est tenue sous la supervision du directeur départemental de l'Ouest 1 de la police nationale d'Haïti, le commissaire divisionnaire Jacques Ader, marquant une étape importante dans le retour progressif de l'autorité de l'État dans cette zone stratégique. Écoutons l'extrait dans ce grand journal. Et ça n'est pas bien obligé de ranger. Parce que nous ne pouvons pas rien à personne encore. Je vais être la fin de jouer. Nous remercier et nous saluer le courage. Policiers, toute unité. Que ce soit d'abord, Udbo, Sinou, policiers administratifs, qui bataillent, qui contribuent. Aujourd'hui, à nous là pour nous parler de réouverture en sous-commissariat. Nous disons à Ibobo, que bon Dieu dans le ciel l'a protégé pour continuer la bataille et à mener sans relâche. Pour ça, on a demandé à la population pour accompagner la police LIA dans le travail qu'elle a fait pour rebattre le côté pour le dormir, pour le côté pour le vendre pistache, côté pour le faire friter, côté pour Timonio retourner à l'école. C'est ensemble seulement. La police noire avec la population noire capable de mettre les mains pour nous retourner à la normale. Pour nous retourner dans le champ pour le tourner, qui c'est la paix. La bataille a continué pour nous gagner la paix, nous avons besoin, la paix nous souhaiter. Le premier sous-commissariat va le réaffecter, pour continuer le travail, pour le peuple là, sécurité, pour le peuple là, service. Bientôt, c'est pour le marché Salomon, pour le réouvrir même là. Pour le pays, les gens qui étaient dans le courrier, ils étaient capables de retourner la caillou. Et nous avons toujours parlé avec les gens qui sont en battant, les gens qui sont dehors, ou même avec nous qui sont dehors. Nous avons toujours dit, il faut qu'ils retournent la caillou, mais nous avons toujours dit, tout autant que le commissariat, pas ouvrir, il ne faut pas tourner la caillou. Je dis, pour nous-mêmes, après dire encore son fierté liée, qu'on a là, nous avons tout profité de tout le monde qui était dehors, qui était dit pas rentrer la caillou, pas avoir que le commissariat pas ouvrir. Mais je dis, nous-mêmes, nous disons, il est capable de tourner. Nous avons profité de vous un message par magistrat Wilson Jeudi, qui est le premier maire communal, qu'on y a là à cause des embouteillages qui sont au niveau de Delma 33, Delma 31, Delma 35, pour toutes ces machines qu'on a pour la mairie, aider nous combattre pour retourner la caillou, pour inviter embouteillage. Nous-mêmes, dans Delma, nous pas oublier le travail que nous-mêmes, nous avons déjà fait plaidoyer pour le commissariat Carrefour pour réouvrir. Nous-mêmes qui étions bois et danger depuis 12 mai 2024. Je dis, ça fait 2 ans depuis que nous avons demandé pour l'État prendre responsabilité et pour réouvrir le commissariat Carrefour. Je dis, nous félicitons PM Alik Didier Fizé-Metou. Nous félicitons magistrat Wilson Jeudi qui était toujours en train de crier nous étions toujours demandé pompiers pour nettoyer le commissariat. Magistrat Wilson Jeudi était toujours présent. Eh bien, je dis à qui c'est 7 février. S'il réouvre ces collaborations, toutes les organisations de base, SOS Transport, Déplamanis et grands-parents, toutes ces organisations de base qui ont fait politique dans le Carrefour Aéroport et qui permettent que la réalisation soit arrivée faite. Et me féliciter l'équipe PM dans tout, Alik Didier Fizé, pour ne pas garder ça comme un mais ça fait. L'ouvrir commissariat, c'est une quitter
policiers dans le commissariat qui pour toujours présent, qui te ticha, pour inspirer confiance population, si machin dans le Carrefour aéroport, à partir de lundi, moi pas dit moun et pas quoi, mais je ne dis à nous-mêmes qui t'a prôné ça, nous présents dans le Carrefour aéroport 7 février, lundi, pour le climat de sécurité dans le Carrefour aéroport. La Turquie défend désormais l'idée que le Hamas doit être un acteur incontournable dans le processus de reconstruction de la bande de Gaza, une position qui suscite de vives réactions sur la scène internationale et ravive les tensions diplomatiques autour de l'avenir politique du territoire palestinien. Le reportage est signé I24 News dans ce grand journal. Turquie avance ses pions sur le dossier palestinien. En coulisses, Ankara prépare déjà l'après-Gaza. Selon plusieurs sources diplomatiques, le gouvernement d'Erdogan a mené ces dernières semaines des discussions intensives, à la fois avec le Hamas et avec l'autorité palestinienne. Officiellement, il est question de reconstruction et réconciliation intra-palestinienne. Officieusement, l'enjeu est clairement politique. La première étape de cette initiative a été révélée par des publications officielles en provenance d'Ankara. Les 25 et 26 janvier, des rencontres ont eu lieu entre le ministre turc des Affaires étrangères et de hauts responsables de la direction du Hamas. Ces réunions ne relèvent pas de la routine diplomatique, elles traduisent une politique délibérée d'Ankara à l'égard du Hamas. Peu après, le 6 février, le consulat de Turquie à Jérusalem a multiplié les contacts avec l'autorité palestinienne. Selon les communiqués, les échanges ont porté sur la réconciliation intra-palestinienne, la prochaine étape du processus politique et des arrangements politiques globaux. Une combinaison de rencontres politiques qui dessine une image plus large et plus claire. La Turquie exercerait une pression sur la direction de l'autorité palestinienne afin qu'elle accepte le Hamas comme partenaire légitime dans tout mécanisme palestinien unifié. Pour Ankara, il s'agit d'une manœuvre stratégique. La Turquie cherche à s'imposer comme un acteur central du dossier palestinien, une politique qui s'inscrit dans la volonté d'Erdogan de renforcer l'influence régionale de son pays au risque de heurter fortement les intérêts sécuritaires d'Israël. En effet, côté israélien, l'inquiétude est forte. Toute tentative d'intégrer le Hamas dans un dispositif politique futur est perçue comme une ligne rouge. D'autant que, selon des publications de la police israélienne, certaines armes saisies à Jérusalem seraient d'origine turque, un élément qui renforce les soupçons sur l'implication indirecte d'Ankara. Nous irons au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le gouvernement durcit le ton face aux actes de corruption au sein de l'administration publique. Réuni au Conseil des ministres le 5 février, l'exécutif a décidé de sanctionner plusieurs agents reconnus coupables de pratiques contraires à l'éthique avec pour objectif d'améliorer la qualité du service rendu aux citoyens. Le reportage est signé Africa 24. Le Burkina Faso affiche sa volonté de moraliser l'administration publique. Lors du Conseil des ministres tenu le 5 février sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, les autorités ont adopté des sanctions à l'encontre de plusieurs agents publics impliqués dans des faits de corruption. Ces mesures font suite aux révélations du CORAG rendues publiques le 1er février et s'inscrivent dans la dynamique de restauration de la probité au sein des services de l'État. La présente communication qui a été adoptée visait donc à rendre compte au Conseil des ministres des suites qui ont été réservées à ces révélations. Ainsi, au titre du ministère de la Sécurité, M. Savadogo Robert, matricule 240 873E, adjudant de police, est révoqué pour attitude ou comportement attentatoire à l'éthique et à l'honneur du corps. Au total, 7 agents sont concernés, dont un médecin, un agent domanial et 5 policiers. 4 ont été révoqués, tandis que les 3 autres devront répondre de leurs actes devant un conseil de discipline. Pour les autorités, cette fermeté vise à renforcer la crédibilité des institutions et à garantir un meilleur accès des populations à des services publics de qualité. Au titre de la mairie de Doulgou, dans la province du Bazéga, M. Cabré Nyoubi Claude, matricule 0201 2014 007, agent domanial, est révoqué. Le Conseil des ministres a félicité les différentes autorités disciplinaires pour les diligences qui ont été accomplies et les a instruits à achever dans les meilleurs délais les procédures en cours. Le Conseil des ministres a par ailleurs salué la réactivité des instances disciplinaires et leur a demandé d'accélérer les procédures en cours. Une démarche qui s'inscrit dans la vision des autorités de transition, celle de bâtir une administration plus responsable et tournée vers l'intérêt général. Un signal fort envoyé aux agents publics dans un contexte où l'exigence de transparence et de redevabilité apparaît plus que jamais comme une priorité nationale. La Libye est une nouvelle fois plongée dans la stupeur et le deuil après l'annonce de l'assassinat du fils
L'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi, cet événement tragique ravive les blessures profondes d'un pays encore marqué par des années de conflits, d'instabilité politique et de divisions internes. Écoutons le débat sur RT dans ce grand journal. Il y a des indices par rapport à ce qui s'est passé il y a 15 ans qui montrent que le MI6 et la DGSE française sont également impliqués et donc Nicolas Lerner. Évidemment, il s'agit d'un rappel sinistre que le pouvoir impérialiste des pays d'Europe occidentale persiste et qu'ils cherchent simplement à maintenir l'Afrique sous leur contrôle, à la détruire afin que les peuples africains ne puissent pas bénéficier de leurs propres ressources, qu'il s'agisse de leurs ressources humaines ou des minéraux extraits du sol. Et bien sûr, c'était un moment emblématique lorsque Muammar Kadhafi avait déclaré vouloir dédollariser l'Afrique et créer une monnaie africaine. Pour lui, une monnaie basée sur l'or aurait permis de mettre fin aux décennies de l'emprise du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Il ne fait aucun doute que Seif al-Islam Kadhafi n'a pas été simplement tué par quelques traîtres libyens, mais qu'il s'agit d'un assassinat commandité par des puissances étrangères. Les auteurs pourraient être des Libyens, mais aussi des militaires étrangers. Rappelons-nous qu'il y a 2 jours, tout juste après l'assassinat de Seif al-Islam, des troupes étrangères sont entrées dans le pays et ont enlevé un citoyen libyen en plein cœur de la capitale pour l'emmener dans une capitale étrangère. La Libye n'est donc pas un État souverain. La Libye est divisée. La Libye est sous hégémonie et soumise au chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui prive son gouvernement, son armée et son peuple de tout pouvoir. C'est la fin de ce grand journal pour ce lundi 9 février 2026. Avant de partir en couleur du temps pour ce aujourd'hui, maximale température en journée 28 degrés à 30 degrés Fahrenheit, minimale en soirée 12 degrés, 11 à 12 degrés Fahrenheit. Vent modéré au nord-ouest, ce qui rend la sensation plus froide malgré un ciel dégagé. Chez les précipitations principalement ensoleillées, peu nuageux lundi. Faible chance de précipitation ce jour-là, peu ou pas de neige prévue précisément pour ce lundi 9 février 2026. Une vague de froid arctique touche toute la Nouvelle-Angleterre autour de ces dates, avec des températures largement sous les normales saisonnières et des avertissements de froid extrême dans la région jusque lundi. C'est la fin de ce grand journal. Pour présenter le grand journal Erlit Torelas, depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Swag Radio, on est avec du style. Info 5 sur Samaveur, P-News, votre référence en matière d'infos sur WhatsApp et sur Facebook. Allez, Brothers Café Créole, le place to be. Au 299 Main Street, Everett, chiffre le 617 214 14 25. Brothers Café Créole, la cuisine haïtienne est sans limite. N'oubliez pas, surveillez Swag Radio sur les smartphones, Swag Radio sur Facebook, sur YouTube. Joyeux lundi, joyeuse semaine. N'oubliez pas de garder le sourire, car le sourire sert à jeudi le visage. Pour présenter le grand journal, Erlit Torelas. Toujours là pour vous. Au revoir, à demain.